Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Délit d'opinion que j'assure par intérim avec mon meilleur invité Charles Gaff. Charles, qu'est-ce que tu as mis dans tes cheveux? Là, on dirait que t'es un fou. Voilà. Bon, alors... Non, mais c'est vrai, franchement, ça. On essaie d'avoir une certaine tenue ici avec le DAF. Le DAF qui est bien coiffé, lui. Qui est bien coiffé, on l'a bouchonné juste avant. Alors, je voudrais juste que, pour ceux qui y pensent, vous mettiez dans vos prières notre ami Léonard, qui, pour ceux qui prient, qui a chopé un très vilain virus qui fait qu'il a la tête complètement déformée, qu'il a dû être hospitalisé. Et voilà, donc on pense très fort à lui, on espère qu'il ira mieux très vite, et en tout cas, on fait des petites prières dans notre cœur pour lui. Mettez-les dans vos intentions. Alors, en parlant de prières, il va falloir qu'on y aille. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? La fin dans l'horreur ou une horreur sans fin? Parce que je te rappelle qu'on va devoir voter là pour les législatives. Ah bon, il y a des législatives? Et que, on ne me dit rien. Et que, ma pauvre Jeannette, on n'est pas rendu là. Parce que, alors, NUPES ou Macron, qu'est-ce qu'on fait? NUPES ou Macron? J'ai du mal. Alors, tu connais ma théorie que j'ai expliquée dans les médias où j'étais invitée la semaine dernière, et je remercie Aude Lancelin de m'avoir invitée. C'est que moi, je suis presque pour voter Mélenchon en me disant que ça sera peut-être la fin dans l'horreur, mais peut-être une fin. C'est-à-dire, je me dis, on va se précipiter comme ça dans une... plutôt qu'un lent déclin, je me dis une précipitation vers l'abysse. Accélérons et prenons le mur. Mais c'est très dangereux, j'en ai conscience. Alors, tu sais, c'est que la politique du pire, c'est parfois la pire des politiques, même souvent. Donc, c'est une question. Moi, je crois qu'il faut regarder au cas par cas. Si, j'essaye de botter en touche, si autre chose que l'un des deux, on vote pour l'autre chose. Oui, non mais bien sûr. C'est déjà ça. Ça, c'est déjà Parce ça. que le but, s'il n'y en a aucun des deux qui a une majorité, déjà, on pourra peut-être, la bêtise sera moins prégnante. Moi, j'ai qu'une trouille, c'est que si Macron a une majorité... On est parti pour un tour, là. C'est ad libitum, là. On est reparti pour un tour one again. Non, ça, c'est affreux, là. Donc, oui, c'est une bonne question. J'ai pas de réponse, parce que tous les deux me paraissent... Il y en a un... C'est-à-dire, c'est soit voter pour une technocratie corrompue, soit voter pour un fada. Mais en même temps, qui n'est pas si fada que ça, parce qu'il prend des positions sans arrêt qui vont dans le sens du vent, qui sont de moins en moins laïques, de moins en moins républicaines, pour essayer de se faire élire. Donc, de l'autre côté, il y a un fada qui est prêt à tout et à tout trahir pour se faire élire. Oui, alors j'avais dans l'idée que Mélenchon était Frexit. Et en fait, j'ai entendu Michel Onfray, qui est passé chez Laurence Ferrari, qui disait que pas du tout, il n'avait jamais été souverainiste, qu'au contraire, il ne sortirait pas de l'Europe. Et effectivement, j'ai vu passer ensuite... Mais il avait voté pour. Oui, il a été pro-Maastricht. Il a été pro-Maastricht, et je crois qu'il a... Je ne sais pas ce qu'il a fait au moment du référendum, il a peut-être voté non, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, moi, instinctivement, j'aurais tendance à voter pour le fada. Oui, ton côté anard. Mon côté anard. C'est un fada. Mais je me dis, il n'est pas si fada que ça. Il n'est pas si fada que ça. En fait, il fait fada calculé. C'est du fada calculé et complètement démagogique pour essayer d'attirer dans la population les plus crétins. Donc, ça fait quand même 50 ans qu'il vient nos crochets. Hein. Ça fait 50 ans qu'il vient nos crochets avec beaucoup de haine. Je me souviens d'avoir entendu un jour Philippe de Villiers, oui, c'était Philippe, raconter que la première fois qu'il avait rencontré Macron, c'était pour parler... Mélenchon. Mélenchon, c'était dans une émission sur la Vendée, les crimes sur la Vendée, etc. Oui, oui. Et que pendant que la caméra ne regardait pas, Mélenchon avait fait à Philippe de Villiers, toi mon vieux, si jamais je l'emporte... donc il ne faut pas oublier qu'il a été favorable à la guillotine, favorable à Robespierre, favorable au massacre en Vendée, un souteneur de la terreur, un souteneur de tous les terrorismes étatiques du style Venezuela, Cuba, etc. qu'on a eu. Donc, quelque part, je me dis, ce gars est quand même un grand malade dans sa tête. Hein. Tu sais que la chanson « Une souris verte », c'était pour... quand on trempait les Vendéens dans des bains d'huile. Dans des bains d'huile. Ça vient de ces exactions, cette ravissante comptine pour enfants. Les enfants qui est complètement surréaliste, on comprend pas. Oui, parce qu'effectivement, il y avait un sketch de Gad Elmaleh dessus. Mais effectivement, si tu la mets à plat...
une souris verte qui courait dans l'herbe déjà douée. Je l'attrape par la queue. Tu vois, tu dis, mais il n'y a rien qui va, en fait, dans cette chanson. Eh ben, c'était une description de la façon dont il traitait les Vendéens. Il leur enlevait la peau, etc. Donc, ça a été quand même le début des grands crimes humanitaires qui ont endeuillé non seulement le 19e, mais aussi le 20e, et encore plus le 20e. Le massacre de populations civiles pour des raisons des génocides. Donc, avoir un gars qui a, dans le fond, été toujours partisan des génocides... Oui. Ça me gêne. Alors moi, je vais te dire, là, intrinsèquement, c'est pas véritable. Je me dis, bon, in fine, on vote pas. Là, c'est pas un président, c'est pour le Premier ministre. C'est législative, même pas. Et ça veut dire potentiellement ne pas, pour moi, donner à Macron l'Assemblée, me dire, on va peut-être arriver à avoir un contre-pouvoir, quel qu'il soit, même si c'est un contre-pouvoir. Mais quel qu'il soit. La montagne en 1793, c'est ce qui a fait échouer la Révolution française et fait ces torrents de sang, et on s'en est jamais remis dans notre histoire. Donc, voter pour un gars de la montagne, ce sera un Girondin, je dirais oui. Pourtant, ils en avaient fait des conneries ici, cela, mais la montagne, ça me gêne. Je comprends. La montagne, je vais pas voter pour un assassin. Par quelqu'un soutenu qui était des gens des assassins, qui a tué, quoi. Enfin, pas lui, personnellement, mais il a soutenu des gens qui ont tué tout au long de leur histoire, quoi. Voilà, donc à chacun de faire suivant sa conscience quand il mettra son petit vote dans l'urne. Mais allez-y, même si c'est pour voter blanc. Moi, j'y vais même pour voter blanc, quand il n'y a pas le parti animaliste, parce que j'aime bien voter pour le parti animaliste. Il a une très jolie mascotte, le parti animaliste, voilà. Mais il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Bon, alors, le jeudi 16 juin, la BCE a annoncé remonter ses taux suite, justement, aux 3/4 de point de remontée de la Fed. Plus la Banque de Suisse. Plus la BNS, donc la BNS. Quelle est la marge de manœuvre de la BCE ? Aucune. Ah, aucune. Alors, pourquoi aucune ? Parce que quand même, on pourrait se dire... Parce que dès qu'ils montent les taux d'intérêt, ça va faire monter les taux d'intérêt sur l'Italie, par exemple, la France, l'Espagne, et qui rentrent dans ce que j'appelle une trappe à dette, d'après la description qu'en a fait Keynes, qui est que quand les taux d'intérêt atteignent un certain niveau et que tu as une forte dette dans le passé, au bout d'un certain temps, toute la richesse que tu crées, et au-delà même, va au service de la dette. Et donc, tu t'appauvris. Donc, si tu montres ce que la BCE est en train de faire, c'est de garantir un appauvrissement considérable, une baisse considérable du niveau de vie des Français, des Italiens, des Grecs, des Espagnols, mais quand je dis considérable, c'est 1, 2, 3% par an, quoi. Et pour des années, donc ça n'est pas jouable. Donc aujourd'hui, pour la première fois depuis les débuts de l'euro, on a une contradiction fondamentale entre ce dont a besoin l'Allemagne, une hausse des taux, parce qu'il y a trop d'inflation, et ce que veulent l'Italie et la France, une baisse des taux. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais il n'y a pas de solution. Alors certaines personnes, parce que j'ai vu ça dans les commentaires quand je parlais de la dette dans cette émission auquel j'ai fait référence plus tôt, disent oui mais en fait la dette c'est pas vraiment un problème ça n'est qu'un petit epsilon dans un budget annuel que l'on consacre à la dette. Et, le service de la dette c'est à peu près 3,5% pour l'Italie, voilà. Du PIB. Voilà, alors ils disent que ça représente 4% pour la France, le service de la dette, c'est rien. 4% du PIB. Oui. Mais ce n'est pas 4% des recettes fiscales. Oui. C'est 4% de ce que les Français produisent. Donc ça te doit te faire à peu près, donc, puisque le PIB mettons est moitié-moitié, parce que ça facilite les calculs, ça fait 8% des dépenses. Bon, alors si par exemple les taux d'intérêt doublent sur une période de 7 ans, puisque la duration moyenne de la dette c'est de 7 ans, s'ils doublent, ça veut dire que, à peu de choses près, le service de la dette va passer à 8% des recettes fiscales. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudra augmenter la pression fiscale de 50%. Mais 200%. On ne peut pas aujourd'hui bouger... Enfin, là, je lisais justement Mélenchon, ou je ne sais plus qui, non, l'autre, là, le mari de Rachel Garrido, je ne sais plus comment il s'appelle, Alexis Corbière, je crois, qui disait... Le professeur d'histoire, là, voilà. Carrière, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Corbière. Qui disait, oui... Il y a de bons Corbière, mais il y en a de mauvais. Hein. Qui disait, le problème en France, alors c'est toujours pareil, il nous explique, c'est la mauvaise répartition des richesses, parce que, voilà. Et donc, ils vont créer, s'ils sont au pouvoir, 14 tranches d'impositions différentes.
pour permettre cette meilleure répartition des richesses. Mais les classes hautes, entre guillemets, il n'y a plus tellement de marge de manœuvre sur la fiscalité. Il y a un moment d'imposition. C'est une imbécilité rare, parce que ce M. Corbière qui a fait des études d'histoire, mais qui n'y comprend rien, oublie simplement que tous les phénomènes sociaux, y compris la richesse, etc., sont distribués selon la loi de Pareto, dont on a souvent parlé ici. C'est-à-dire que 80% des impôts en France sont payés par 20% de la population. Donc les riches sont déjà massacrés de façon considérable. Si tu veux maintenant que 90% des impôts soient payés par 5% des gens, ce qui risque de se passer, c'est que les 5% se barrent. Mais c'est ce qui se passe en général. Du reste, les 5% se sont déjà barrés, donc sont devenus les 5% des gens qui étaient avant dans les 95%. Et en fait, c'est simplement ce qui représente les riches qui devient de plus en plus des portions congrues qui ne sont plus les riches. Ça n'est plus... Il reste quelques Madame Bettencourt qui ne peuvent pas partir de France parce qu'ils ont de l'industrie. Et parce qu'ils ont un accord avec le fisc. Et parce qu'ils ont un accord avec le fisc quand même de plafonnement en général. Mais maintenant, sont devenus des riches... des gens comme mon dentiste ou... Oui, c'est ça. Il y a des imbéciles, quand j'étais jeune, qui avaient été élus à Bâle-Ville. Vous savez, vous avez, je crois, 2 cantons, là, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Les deux étant incroyables. Les deux étant incroyables. Bref. Mais il y avait des socialistes qui avaient été élus à Bâle-Ville. Et c'était des gens intelligents comme M. Corbière. Et ils avaient décidé d'augmenter massivement les impôts sur les riches. Moyennant quoi, tous les gens, les riches de Bâle-Ville étaient passés à Bâle-Campagne, c'est-à-dire à peu près de l'autre côté du Rhin, je crois. C'est-à-dire ils avaient vendu et racheté ? Non, mais ils avaient simplement... ils devaient avoir une propriété à la campagne, ils sont changés de domicile fiscal, quoi, ce que tout le monde a le droit de faire. Et il avait fallu augmenter les impôts. Ils sont passés du 8e à l'Isle-Adam. Voilà, ils sont passés du 8e. Ils sont grosses. Et donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que il a fallu augmenter les impôts sur la population de 30%, parce que s'est rendu compte que ces 40 familles qui étaient à Bâle-Ville, la famille d'Hoffmann-la-Roche, etc., elles devaient payer la moitié des impôts. Quand ils n'ont plus été là, Bâle-Ville était ruinée, quoi. Donc, quand est-ce que ces imbéciles comme M. Corbière, il est non seulement imbécile, mais en plus il est grossier et violent, puisque je l'ai vu à la télévision attaquer un petit jeune qui ne demandait rien à personne, quoi. Mais de façon physique, c'était une menace physique. C'était la très jolie citation, et je le remets dans le contexte, de Rachel Garrido, donc sa compagne. Tu iras, je cite, sucer la bite de ton chef, qui est toujours élégant quand on est dans un débat télévisuel. Voilà, on sent les gens qui savent se contenir. Qui savent venir et qui portent les arguments à un niveau élevé. Voilà. Donc, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que ces gens-là ne cherchent pas à faire du bien avec l'argent, ils cherchent à punir ceux qui n'ont pas besoin d'eux. Et ce que disait Frédéric Bastiat, qui était quand même un très grand économiste dont je reconnais, dont tout le monde devrait lire l'œuvre, qui s'appelle Les Harmonies économiques d'abord, parce que c'est écrit dans un français merveilleux, il avait une prière... Qui ne vieillit pas. Qui ne vieillit pas, c'est un français intemporel. Et il avait une phrase merveilleuse, il avait une prière, il disait « Seigneur, délivrez-moi des gens qui veulent faire mon bien ». Donc, si la France pouvait se débarrasser, une fois pour toutes, de tous ces instituteurs ratés, etc., que sont Madame Garrido, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui sont été relus au premier tour d'ailleurs, Monsieur Corbière et tout, c'est fou ce que l'atmosphère serait assainie. Ces gens-là puent la haine. Alors, figure-toi qu'elle n'a pas encore été élue, et ça, c'est le choix cornélien, l'Anne de Buridan. Elle est en face du président de l'UDI, Jean-François, comment il s'appelle, celui avec une grosse tête qu'on avait retrouvé avec des armes. Ah oui, le gars qui est quelque part là-bas. Moi, si j'étais dans la circonscription, je ne saurais pas pour qui voter. Parce que moi, je ne voterais pas pour Madame Garrido. Alors, ça là, jamais. Ouais. C'est la tricoteuse. C'est la tricoteuse, c'est celle qui était qui tricotait pendant qu'on coupait la tête de Marie-Antoinette d'Hitler et qui poussait des cris de joie. Ces gens-là puent la haine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Le but d'une nation, c'est de créer des gens qui aiment vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on le voit très bien, où j'ai passé en Angleterre, vous avez le travailliste dans le temps, et puis le conservateur. Ils étaient tous les deux très contents d'être un travailliste anglais, un conservateur anglais, mais aussi ils étaient anglais. Et quand ils étaient ensemble, ils se marraient. Ils s'attendaient à ce que l'autre allait dire, ils n'étaient pas surpris. Donc il y a une espèce d'acceptation de ce que dit l'autre, qui est la base même de la démocratie. Et ces gens-là, en fait, ils veulent détruire l'autre. Ils ne veulent pas prendre ce qui ferait de mieux. Non, ils veulent le détruire. Donc quand je vois des gens qui puent la haine comme ça, je me dis, mais
D'où ça vient? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été invités à prendre le thé au château? J'en sais rien. Il y a probablement une forme de revanche sociale et puis c'est une posture aussi, sûrement. Une partie est peut-être une posture aussi. Je ne sais pas si c'est une posture, mais si c'est une posture abominable. Ne pas... Moi, je ne sais pas, j'ai entendu des braves communistes qui disaient des conneries. Bon, c'est pas nous, mais je peux pas leur en vouloir parce que ils sont gentils. Moi, je vais te dire, ils sont gentils. Dès le moment où il est gentil, tu dis au gars, bon, à mon avis, je suis pas d'accord. C'est ma différence dans un débat, c'est quand j'ai l'impression que l'autre personne a à cœur la même chose que moi, c'est-à-dire essayer de faire le bien. Essayer de faire le bien d'autrui. Alors après, on peut différer sur les méthodes par lesquelles on y arrive, mais en tout cas, à aucun moment, il n'y a de haine. Et effectivement, quand tu perçois chez l'autre une volonté de faire du mal, de faire souffrir autrui, ou de penser que s'il m'arrive quelque chose de mal, c'est parce que quelqu'un m'a pris quelque chose à moi. Et ça, c'est pas forcément vrai dans la vie. Tu vois, c'est pas parce que j'ai 20 en maths que j'ai pris... T'avais pas 20 en maths. Non, j'avais pas 20 en maths. Bon, alors... prenons un autre exemple. Alors, prenons un autre exemple. C'est pas parce que j'ai 19 à mon bac de français que j'ai pris 9 points de plus à quelqu'un à qui elle les aurait pris. Oui, oui. D'accord. J'ai trop l'habitude de parler à ma fille qui, elle, a 20 en maths. Je n'avais pas 20 en maths, j'étais nulle en maths. J'aimais pas ça. Bon, écoute, parlons d'un sujet qui fâche moins, la Chine. Alors, je vais donner l'incrustation pour la mettre de l'agence France-Presse. L'intitulé est ainsi « Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont assuré dans un appel téléphonique vouloir renforcer leur coopération économique face aux conséquences des sanctions occidentales contre Moscou pour son offensive en Ukraine. » Alors, donc ça veut dire, on en a déjà parlé, on a fait plusieurs émissions dessus, Chine, Russie, gros rapprochement en vue, ils en parlent, ils le font. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Alors, c'est très intéressant ce qui se passe, parce qu'on est en train d'assister, dans le monde entier, à une espèce de césure, comme ça, un truc, entre les pays qui, au 19e, mettons, colonisaient les autres, nous, parce qu'il fallait les éduquer, c'était pour leur bonheur et tout et tout. On savait mieux qu'eux, quoi. C'était quand même le but. D'abord, c'était une idée de gauche. J'allais le dire, c'était les socialistes, parce que Bastia et tous ceux il y a raison, les laisse tranquilles. Mais don't tread on me, on va pas... Non, mais il y avait des gens qui pensent qu'ils savent mieux que les autres. En général, ils sont socialistes, étatiques, etc. Les Jules Ferry, bon, tout ce que vous voulez. Il y a ces gars-là. Et puis, dans le fond, les gars qui, dans le passé, ont reçu les bénéfices de la colonisation. La Chine, la Russie un peu moins, mais la Russie, elle était un petit peu du premier côté, mais eux, ils n'ont jamais prétendu civiliser les autres. C'était déjà ça. Et c'était un empire continental, il n'y avait pas de frontières, on ne passait pas une mer, etc. Bon. Et on voit très bien que pour cette guerre en Ukraine, tous les anciens pays colonisateurs trouvent que c'est horrible de faire la guerre, si je peux me permettre, sauf si c'est eux qui la font. Parce que personne n'a rien dit qu'on a bombardé la Serbie, personne n'a rien dit qu'on a... Donc, quand c'est nous qui apportons aux autres les bienfaits de la civilisation... En leur mettant des bombes sur la tronche. Là, on civilise, monsieur. On civilise, on est en train de leur apprendre ce que c'est que la démocratie. Exactement, on leur apprend ce que c'est les bénéfices de la démocratie et de la civilisation. Et puis donc, quand ils voient la Russie qui est condamnée, dans le fond, pour avoir envahi le pays d'à côté, ce que les États-Unis font avec beaucoup d'allégresse depuis la fin des années Reagan, et ben là, si vous voulez, c'est pas admis du tout. Donc on a voté aux Nations Unies, et je vous assure, regardez le vote des Nations Unies, c'est vraiment les pays colonisateurs contre les pays colonisés. Donc on a gardé l'espèce d'habitude de penser qu'à partir du moment où les Saïbs avaient décidé que c'était bon pour les coulis, les coulis avaient qu'à fermer leur gueule, quoi. Les Saïbs avaient décidé, c'était quand même plus important que... Et donc, pour moi, je trouve ça absolument grotesque. C'est exactement la ligne de démarcation des colonisateurs. Et les colonisés, on leur doit dire, vous savez, si... Ça nous paraît tout à fait le genre de problème auquel il est urgent de ne pas s'intéresser. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du pétrole pas cher. Hein. Oui. Et donc, c'est grotesque. C'est-à-dire, cette espèce de... Si j'ose dire, c'est exactement Bernard-Henri Lévy, après se précipitant sur chaque théâtre d'opération,
à condition qu'on tue des Arabes, des Noirs, ou je sais pas quoi, mais certainement pas des Blancs, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît, mais presque grotesque. Comme dit mon frère, il y a 2 sortes de problèmes dans la vie. Il y a mes problèmes et ça, c'est pas mes problèmes. Voilà, et là, on pourrait être, on se demande dans une certaine mesure pourquoi l'Europe, globalement, n'a pas considéré que c'était pas son problème. Et même, ce qui veut pas dire pas apporter son aide, bien sûr, aux réfugiés ou. Et en plus, dans le truc de dire la guerre, c'est le mal absolu. Bon, la guerre, c'est pas bien. Je suis d'accord. Il faut. Bon, tout ça, bon, je veux pas. Mais il y a un principe essentiel de la diplomatie française depuis au moins 1793, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon, c'est là-dessus qu'on a aidé l'Italie à faire son unité, c'est là-dessus qu'on a aidé l'Allemagne à faire son unité, ça c'est peut-être une connerie, on a payé assez cher. Mais donc, alors si je regarde l'Ukraine, je me dis, bon, ben, à l'évidence, il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre ensemble, donc c'est pas une nation. Donc pourquoi ces frontières-là seraient-elles inviolables? Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les mêmes qui gueulent contre l'Ukraine, qui ont peut-être raison d'ailleurs, j'en sais rien, sont tout à fait d'accord pour que l'Écosse s'en aille de l'Angleterre, quitte l'Écosse. Ils sont vent du bas pour que... et ils vont sur du bas pour que ça se passe par un référendum. Ben, donc s'il y a un problème entre les territoires russes de l'Ukraine et les territoires non russes de l'Ukraine, faisons un référendum et séparons-les comme la Tchéquie et la Slovaquie se sont séparés sans qu'il y ait de conflit. Simplement, on est d'accord pour qu'il ne se passe rien, quoi. Qu'ils changent de monnaie, et puis c'est tout. Donc il y a des relents de colonialisme là-dedans et il y a des relents d'impérialisme, c'est-à-dire que vous ne touchez pas à mes frontières, mais par contre, moi j'ai le droit de toucher aux vôtres, quoi. Donc tout ça, ça pue. Il y a beaucoup d'argent. Et alors les Chinois, qui ont bien connu le colonialisme, puisque il ne faut pas oublier qu'on a fait une guerre aux Chinois, on a ruiné la Chine, parce que les Chinois avaient des excédents commerciaux, ils nous vendaient plus déjà à l'époque qu'on a racheté, et on leur a dit, on a quelque chose qu'on fait très bien et que vous allez acheter. Ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est de l'opium. Donc on les a forcés, on a fait une guerre pour les forcer à acheter de l'opium, et à foutre en l'air leur population. Bon... Mais j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. On les force à faire la guerre pour qu'ils achètent nos armes, quoi. Ouais. Non, je sais pas. Alors, on continue sur un sujet un peu connexe qui est... alors, attends, le pétrogaz. Ah ben ça c'était... Alors, pareil, je vais le donner à Guillaume pour qu'il l'incruste. Le géant russe Gazprom a annoncé baisser encore 1/3 ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream, arguant avoir été forcé d'arrêter un équipement de l'allemand Siemens. Alors, là, il faut retourner au classique de la science politique, etc. Donc, il y en avait un qui s'appelait, que j'ai beaucoup lu et relu, qui s'appelait Astérix en Hispanie, non? Oui. Et il y avait un petit garçon... Soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon et crouton. Oui, soupe à l'oignon et crouton. Le petit garçon, là, qui, quand on le faisait pas ce qu'il voulait, il prenait sa respiration, il devenait tout bleu, là, vous avez donné. Donc, si vous êtes un Poutine et que vous aimez bien les actions lentes et préméditées, etc., vous préférez, dans le fond, enlever l'oxygène petit à petit pour que la partie adverse comprenne qu'elle est en train de... Donc, vous supprimez les livraisons de gaz parce que Siemens n'a pas livré une machine qui aurait servi à ça, que ce soit vrai ou que ce soit faux. C'est faire passer un message aux Allemands, dites les gars, la prochaine machine que vous ne livrez pas, ce sera 2/3 du gaz que vous ne recevrez pas. Là, pour le coup. Et la troisième, ça sera 3/3 et vous marcherez les pieds nus dans la neige. Et quand je dis tu sautes 30 cm. Tu sautes. Et tu dis merci. Et tu dis merci beaucoup, vous êtes gentil de me donner un petit peu de gaz, bien que je le... Donc, ça m'amuse énormément parce que... Quand je regarde l'Allemagne aujourd'hui, elle a été présentée comme une réussite extraordinaire. On a dit, regardez les années Merkel, etc. Madame Merkel n'a rien fait si ce n'est des bêtises. L'Allemagne a bien fonctionné pendant 20 ans à cause du Premier ministre antérieur, Schröder. Monsieur Schröder, qui a fait toutes les réformes du travail, qui ont permis à l'Allemagne d'être d'abord très compétitive, surtout contre la France, pendant que Madame...
Aubry faisait les 35 heures, ce qui nous a foutu en l'air pour toujours. Bon, ça, c'était la première des choses. Et la deuxième, c'est où est-ce qu'il a été prendre une retraite bien méritée, Monsieur Schröder? C'était au conseil d'administration de Gazprom. Ah oui. Copain comme un cochon avec les Russes. Et que c'est lui qui avait monté tout le système où toute l'énergie russe venait en Allemagne, était payée en euros. Et donc, et c'est là-dessus que l'Allemagne a vécu pendant des années, ce que lui avait reproché d'ailleurs Trump. Et ce que j'essaye de dire, c'est que les crétins en Allemagne ont fait sauter cette espèce d'alliance objective entre la Russie et l'Allemagne, qu'avait monté Schröder, qui était une des conditions sine qua non pour que l'Europe reste vaguement indépendante des États-Unis, sans trop énerver l'aigle américain. Donc, on est en train d'assister au démantèlement par les États-Unis de la politique de Schröder d'il y a 25 ou 30 ans, qui les avait beaucoup agacés, les pipelines, etc. Donc, l'Allemagne est en train de redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être après les États-Unis, un vrai vassal des États-Unis. Mais ce que la France est en train de devenir grâce à M. Macron aussi. Mais ça, c'est quelque chose d'important ce que tu dis, mais je ne crois pas que les gens en aient véritablement la perception, c'est-à-dire combien dans ce conflit, malgré tout, qu'on nous vend pour la population comme c'est mal la guerre, comme ça les gens restent sur je mets un petit drapeau ukrainien sur mon profil Facebook et du coup, voilà, c'est terrible les bébés chats. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte véritablement du rapport de force latent qui existe et du fait qu'on revient sous une domination américaine plus fort que jamais, pratiquement plus fort que dans l'après-guerre, alors que Dieu sait qu'on était plus quand forte, même... Jusqu'en 45-50, les Allemands... Parce qu'au moins, on avait le général de Gaulle qui essayait de faire quelque chose, et les gens en avaient conscience. Mais il ne faut pas oublier que pendant la 4e République, les gens comme Mitterrand, etc., qui étaient au pouvoir pendant la 4e République, prenaient l'avion une fois tous les 2 ou 3 mois pour aller quémander les fins de mois, pour faire les fins de mois pour la République française en dollars. C'est-à-dire qu'on était, la 4e République, la démocratie chrétienne, ils étaient stipendiés par les États-Unis et ils ont tous signé les accords d'Européens qui étaient demandés par les États-Unis. Donc oui, si je devais m'exprimer, je dirais que depuis 1945, le Japon a été une puissance vassalisée. C'est-à-dire que dès que les Américains font les gros yeux, les Japonais s'écrasent. Bon, très bien. Et puis l'Allemagne l'a été justement aux années 80-90, où elle avait gagné une certaine autonomie monétaire grâce à la Bundesbank. À ce moment-là, on fait sauter la Bundesbank, et puis dès qu'on a fait sauter la Bundesbank, on fait sauter le verrou qui permet aux Allemands d'être indépendants. Ils cessent d'être indépendants, et nous, la seule chose qui nous reste, nous, on avait la force de frappe et le nucléaire français. On a déjà fait sauter le nucléaire français. J'attends avec beaucoup d'intérêt le jour où M. Macron, dans son génie politique, va donner le siège de la France au Conseil de sécurité, je ne sais pas, à la Commission européenne. Mais si tu réfléchis bien, il y a quand même une sorte de double pression sur le monde, l'Europe qui se retourne vers les États-Unis. Qu'on force à se retourner vers les États-Unis. Qu'on force à se retourner, ou bien parce sûr. Parce que c'est les Américains qui ont été, d'une certaine façon, ils ont beaucoup insisté pour qu'il y ait cette guerre et ces coups d'État en Ukraine. Tu te souviens, depuis 2014, ça paraît été. Depuis octobre-novembre, je me dis, mais je ne comprends pas ce qu'ils cherchent à faire avec Gazprom. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on a compris ce qui se passe, c'est que les vassaux veulent prendre un peu d'indépendance et on vient de leur rappeler qu'ils sont que des vassaux. Et nous, parallèlement, nous, les pays européens, nous, la France, à l'intérieur de la France, nos dirigeants demandent à ce qu'on se vassalise de plus en plus. D'ailleurs, le grand absent de cette campagne, ça a été quand même le souverainisme. Ça a été le souverainisme, et ça a été simple. Oui. C'est-à-dire que moi, je disais... Tout ce qui va vers les libertés, on n'en a pas parlé. On parlait de retour en arrière, de retour de la blouse, de c'était mieux avant, de tout ce que tu veux, mais la vraie question, elle n'est pas là, vous vous rendez pas compte. Souveraineté monétaire, budgétaire, fiscale... Géopolitique. De l'armée, de la force de frappe, de l'énergie, on n'en a pas touché un mot. Voilà, alors... On va vers l'esclavage avec énormément de youpi, oh là là, avec la presse qui parle des dangers de l'immigration. Bon, alors je veux bien, mais je ne comprends pas que personne ne voit que c'est un epsilon par rapport au fatalisme de l'histoire qui est en train de nous tomber dessus. C'est-à-dire que l'Europe, honnêtement, a tellement voulu sortir de l'histoire qu'il y a quelqu'un qui...
Vous savez, il y avait un bouquin qui a été sorti il y a quelques années, qui avait eu un certain succès, qui était l'Europe est de Vénus et les États-Unis sont de Mars. Vous savez, c'était Mars et Vénus. Mais c'était une plaisanterie. Mais ça voulait dire simplement. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Les hommes de Vénus, qui était assez rigolo. Ouais. Et ben, ça veut dire qu'on a cessé. C'est un autre livre que j'avais aimé qui s'appelait La mort du soldat, qui avait été écrit par un Corse de bonne qualité. C'était il y a 10 ou 15 ans, qui disait « Nos sociétés en Europe veulent que le soldat disparaisse et soit remplacé par le juriste ». Ah ben ça, ils ont bien réussi. Mais ils ont très bien réussi. Et encore, attends, c'est le juriste et c'est pas l'avocat, c'est-à-dire l'alinéa B2C66 qui peut lire les trucs du... de la Cour des comptes. La Cour des comptes. Quand j'avais été invité il y a quelques années à faire une conférence à Bruxelles, dans la commission parlement, je sais plus où c'était. Enfin, j'avais été invité à faire partie d'une conférence, et donc, comme toujours, moi, ils me disent, est-ce que vous voulez visiter nos bureaux? Je leur dis, oui, sûrement, parce qu'il faut leur faire plaisir à ces gens-là. Et je leur dis, est-ce que je pourrais visiter votre bibliothèque? Alors, il me dit, ouais, très content. Et dans la bibliothèque, il n'y avait que les règlements administratifs publiés dans la commission depuis son origine. C'était ça, la bibliothèque. C'est-à-dire, il n'y avait pas Goethe, il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'ouvrage à lire, quoi. Il y avait des trucs à consulter. Il y avait page 22, alinéa 3, quoi. Oui, et je me suis dit, ça, c'est... oui, ça, je me dis, ça, c'est quand même une culture intéressante. Hein. On sent déjà que les gens ont réfléchi. Et l'Europe a cessé de penser aux fins dernières. C'est-à-dire, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi j'existe. Et pourquoi elle ne veut pas coucher avec moi? Oui, ça, c'est la troisième question. C'est les 3 questions essentielles. C'est pourquoi elle ne veut pas coucher avec moi, cette salope? Qui suis-je, dans quelle étagère? Et pourquoi elle ne veut pas coucher avec moi, cette salope? C'est les 3 questions essentielles. Mais c'est vraiment... moi, ce qui me surprend, c'est le côté complètement superficiel et inintéressant des gens qui nous parlent de politique, de stratégie, de géopolitique et tout. D'abord, ils ne savent rien. Et en plus, ils n'ont rien à dire. On ne va pas se faire tuer pour l'alinéa 2 du règlement 38. Je pense que personne. Mais quand on n'accepte plus de se faire tuer, ça veut dire, quelque part aussi, qu'on n'accepte plus que les autres naissent. C'est-à-dire, tu deviens anti-vie. Et on voit très bien que les Européens, sur les tendances démographiques actuelles, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, les Français, dans 40 ans, il n'y en aura plus. La grande nouvelle des 30 ans qui viennent, des 40 ans qui viennent, je peux vous la donner, tiens, c'est une première, c'est que la population autochtone, si j'ose dire, qu'on appelait caucasienne, qui était à l'origine de notre civilisation, parce qu'ensuite c'est parti aux États-Unis, en Australie et partout, va disparaître. La grande nouvelle des 40 ans qui viennent, c'est que la population mondiale va baisser à peu près de moitié dans les 40 ans qui viennent. Donc tous les gens qui vous disent qu'on est trop, qu'il n'y a pas assez de monde, ils disent que des conneries. Ils le disent depuis le XVIe siècle, donc voilà, on s'est habitué. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on va avoir moins de gens, et dans ce moins de gens, la population va baisser de moitié. Notre ethnie, c'est pas notre ethnie, enfin notre origine, les gens qui étaient sur le continent. Tribu. Voilà, notre tribu, elle sera plus là, elle va disparaître. Mais c'est certain. Donc, parce que ceux qui refusent, encore une fois, de mourir pour ce à quoi ils croient, refusent que les autres vivent. Et donc, c'est l'euthanasie, c'est l'abortion, c'est... l'avortement, la GPA. La GPA, c'est toutes ces horreurs dont on a parlé dans la dernière émission. Donc, tout ça, c'est une espèce de... C'est encore une fois ce que disait Chesterton, qui était un remarquable écrivain anglais et philosophe. Il disait, quand les gens cesseront de croire en Dieu, c'est pas qu'ils croiront en rien, c'est qu'ils croiront en n'importe quoi. Oui. Et je suis stupéfait de voir le nombre de religions de substitution qu'on voit partout. Par exemple, plus personne va à la messe, très bien. Mais alors, il y a 4 heures de queue pour aller voir une exposition au musée. Et je me dis, mais... Et encore... ça répond pas aux mêmes besoins, mais je sais pas, je comprends pas. 4 heures de queue pour un musée, t'es gentil, c'est vrai, c'est pas vrai, mais ils vont au musée, pourquoi? Pour faire une photo, pour montrer qu'ils sont allés au musée, pour le mettre sur Instagram. Oui. Parce que c'est même pas... Parce que je vais te dire, moi, quand j'allais les mercredis au musée avec les enfants, tu vas au Louvre,
Tu as de la queue au début, pas si tu réserves tes billets. Et ensuite, tout le monde va dans les mêmes galeries. Tu vas faire voir Mona Lisa. Voilà, tu vas voir les Égyptiens, par exemple. Enfin, tout ce qu'on a pu glaner, que les Anglais auraient bien eu le plaisir de nous laisser. Donc, ou les Allemands, parce que les Allemands, ils ont piqué plein de trucs. Voilà, donc tout ce que Champollion aurait pas... Enfin, tout ce que... voilà. Si j'en crois Ulrich, qui était très méchant, là, vous savez, dans Black et Mortimer, là, oui. Il y avait beaucoup d'Allemands en Égypte, qui ont piqué beaucoup de choses. Donc, en tout cas, on n'a pratiquement que de la Basse-Égypte, donc c'est pas très visuel. C'est quand même beaucoup plus beau au British Museum. Ils ont des momies incroyables. Avec les dates de... Je vais dire quelque chose, je suis sûr que les gens ne le savent pas. Il y a plus de gens entre Ramsès II... Il y a plus de temps entre Ramsès II et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et nous. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est que on se dit, oh ouais, bah, ça durait quelques centaines d'années. C'est entre Ramsès II et Cléopâtre, il y a plus de temps qu'entre... Mais cela dit, quand tu regardes les arts, tu vois véritablement l'évolution. Oui. Surtout quand la Grèce arrive. Oui, et donc Cléopâtre. Et quand tu regardes la Basse-Égypte, quelque chose de beaucoup plus mésopotamien, c'est des terres, et puis... Et comment il s'appelait dans Astérix, le gars qui était l'architecte qui faisait tous les trucs de travers, là? J'ai oublié. C'était l'architecte qui était capable de faire une pyramide qui tienne droite. Bref, enfin, tout ça prouve qu'on a une grande culture. Hein, Voilà, culture livresque. Alors, pour ouvrir sur quelque chose d'un peu plus ludique, justement, La Fabrique des Crétins. Cette semaine, c'était certes le bac de philo pro, mais enfin quand même, le terme de ludique a été proposé dans une explication de texte pour le bac de philosophie, et Twitter s'est déversé en torrent parce que les gamins de 17 ans, donc qui passaient leur bac de philo 17-18, ne savaient pas ce que voulait dire le mot ludique. Et ça veut dire quoi? Et donc, ça nous fait rebondir sur un sujet qu'on a traité quelques fois ici. Vous avez une conférence de Philippe, enfin un extrait de Philippe Nemo, et je voulais inviter, il m'avait dit oui au début, mais il n'est pas venu, Jean-Paul Briguelli, donc, qui a écrit ce fameux ouvrage sur la fabrique des crétins. En parlant de l'éducation nationale. En parlant de l'éducation nationale, mais tous les ans, c'est effectivement la même complainte, mais on le voit quand même, que le niveau ne cesse de baisser, et ça en arrive, ma fille donne des petits cours à un gamin gentil de 17 ans, de milieu aisé, mère avocat, et effectivement, il ne connaissait pas le mot optimiste. Donc, et pas pour parler d'un bateau, simplement en adjectif qualificatif. Donc, on peut quand même se poser la question de... Alors là, on n'est pas en train de dire qu'il faut lire Bel Ami. Si la personne n'est pas capable de connaître le mot ludique, on est sur des gens qui, effectivement, n'ont ouvert de textes en français soutenus, probablement qu'à l'école, et dans des ouvrages qu'on les a forcés à lire. Il y a zéro lecture personnelle. Et il faudrait peut-être faire des émissions spéciales sur le français sur TikTok. Mais sûrement, on pourrait peut-être essayer de faire ça, pourrait prendre un mot, l'expliquer sur TikTok, peut-être ça intéresserait les gens, c'est rien. Vous ne savez pas d'où vient... je dis ça, mais c'est une question très profonde. Et ce que dit justement Briguelli, qui moi me terrifie, c'est que je pensais que c'était simplement par lâcheté qu'on a organisé l'écroulement de l'éducation nationale, que c'était simplement des gens qui étaient juste... incompétents, bêtes et tout. Donc c'était encore une fois une grande victoire de la bêtise. Et sa thèse est très différente, c'est que au début, c'était d'empêcher les bons d'être les bons, quoi. Ça, c'était la partie communiste, si j'ose dire. Mais ça, ils y sont bien arrivés par Parcoursup. Oui, mais pas pour leurs enfants, qui sont tous Henri IV, etc. Ça s'est bien passé pour elles. Mais ce que dit Briguelli, c'est que depuis la fin des années 90, il y a une volonté politique qui s'exprime dans tous les pays du monde de séparer la population en deux, les sachants et les crétins. Et ça sert à rien d'éduquer les crétins, parce que on ne sait jamais, il y en a un ou deux qui ne seraient pas crétins et qui pourraient créer des problèmes. Donc on les éduque pas, on en fait des espèces de garderies. Et l'idée, c'est que dans le fond... Il faut essayer de former cette population jusqu'à ce qu'elle accepte le fait que comme elle est bête et sans espoir et qu'elle ne connaît rien, puisqu'elle ne sait pas ce que ça veut dire ludique, eh bien, il faut laisser ceux qui savent. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que je trouve ça terrifiant parce que c'est l'envers, encore une fois, c'est presque l'envers satanique
de ce qu'on a essayé de faire dans toute la chrétienté, c'est-à-dire de faire monter la base pour que toute la marée monte en quelque sorte, et que dans la base on trouve les types tout à fait étonnants qui seront les nouveaux princes de l'Église, par exemple. Et l'étape d'après, c'est qu'on va te dire, mais écoutez, comme vous êtes des crétins, pourquoi devriez-vous voter? D'abord, d'ailleurs, ils ont bien compris, les crétins, ils vont plus voter. Hein. Il n'y a même pas la moitié qui va voter. Comme disait, encore une fois... Coluche. Coluche, si voter, ça servait à quelque chose, il y a longtemps qu'il l'aurait interdit. Donc ils n'en sont pas loin. Mais ils risquent de voter. Mais ensuite, ils diront, mais vous savez quoi, les crétins... vous devriez peut-être pas faire des enfants, quand même. Les enfants, ça devrait être réservé aux 20% qui en ont là-dedans. En oubliant que... je sais pas, Beethoven, son frère était idiot, et sa sœur était je sais pas quoi. Donc, vous pouvez avoir un génie dans une famille d'idiots, enfin bref, ça n'a strictement rien à voir, mais cette espèce de sélection naturelle est terrifiante. On retrouve l'eugénisme nazi. Je crois que, encore une fois, la mère de Michel Onfray était femme de ménage, son père était agriculteur et son frère est cantonnier. Ouvrier agricole, je crois. Oui, enfin, voilà. Même pas agriculteur. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve l'eugénisme des nazis, dont d'ailleurs l'Europe était d'une certaine façon un des projets, c'est que il faut réserver tous les efforts d'éducation, etc., à ceux qui en valent la peine, c'est-à-dire nos enfants, nous, mais les autres, ils sont mauvais, ils bouffent mal à table. On leur organise des petites fêtes de la musique de temps en temps. On leur organise des fêtes de la musique de temps en temps. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux, on leur file Netflix gratuitement. Et puis quand vraiment ça va pas, on fait un petit chèque. On peut faire un petit chèque, et si vraiment ils gueulent tôt, on leur fait donner la police pour leur crever des yeux et leur enlever des mains, pour leur faire bien comprendre qu'il ne faut pas rigoler. Donc il y a, comme je ne cesse de le dire dans cette émission, c'est la première fois dans des royaumes chrétiens qu'il y a un mépris, mais prononcé, et une haine prononcée des petites gens, de la part de l'élite. C'est quelque chose la création de l'inflation, c'est ça. Hein. La création de l'inflation, c'est de liquider les petits. C'est de liquider les petits. Et puis, quelque part, quand les gens sont occupés à aller chercher leur subsistance... si, ils passent 90% du temps à aller gratter la terre pour faire de pommes de terre, et ben, ils vont pas les manifester, hein, ça c'est sûr. Ça. C'est certain, sauf quelquefois des choses qui viennent de là. Mais bon... Oui, et donc, il y a des racines qui remontent profondes. Donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une classe dirigeante. Et ça se voit très bien, c'est que les petits, les 80%, expriment leurs préférences, par exemple, en disant, par exemple, on aimerait bien rester français si ça vous fait rien. Ils feraient un référendum oui à ce sujet. Et quelle est la réaction des 20% de dire, vous avez rien compris, vous l'aurez quand même, vous avez voté contre la Constitution européenne, mais vous aurez droit à ce nom de traité. Donc, c'est la première fois aussi que, conceptuellement, les gens qui sont au pouvoir on crée un système où, quoi que décident les 80%, le résultat final sera toujours le même. Et donc on a eu pendant des années une fausse droite et une fausse gauche qui faisaient exactement la même chose. Maintenant on a un faux centre, qui est M. Macron, qui lui continuera à faire la même chose quoi qu'il se passe. Et il me semble que c'est très gros danger politique. Avec le faux centre qui dit aux extrêmes... Vous sentez mauvais. Vous sentez mauvais, vous parlez au peuple. Oui. À tour de rôle. C'est toi qui pue. Ah ben non, c'est toi qui pue. Voilà. Ah ben non, vous puez tous les deux d'ailleurs. Voilà. Mais on y attend plein. Donc on a cette espèce de gouvernement par des élites autoproclamées qui d'ailleurs s'auto-reproduisent. C'est toujours comme je l'ai dit sur les promotions de l'ENA, de Polytechnique, d'HEC, je crois que 90% viennent d'une centaine de jardins d'enfants. Mais même pas, oui, 30 jardins d'enfants. Donc ils se débrouillent. Et donc on a monté un vrai théâtre d'ombre où les sachants, qui sont souvent aussi ceux qui sont beaux, parce qu'ils ont fait longtemps qu'ils sont bien nourris. Je rentre de Londres là, vous avez vraiment deux peuples en Angleterre, vous les voyez dans la rue, hein. L'aristocratie, ils sont magnifiques, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont de l'allure, et puis le peuple, on a l'impression qu'il n'a pas toujours voulu. Alors oui et non, parce que tu vois, quand tu regardes en France, je trouve que quand tu regardes justement les macronistes, je les trouve pas beaux. Ils sont glabres, ils sont épais comme des fils de rasoir, ils ont des épaules plus petites que les miennes, les hommes. Je trouve pas que ça soit des beaux êtres. Hein. Non, je sais pas où est notre aristocratie, mais elle est pas là. C'est ceux qui ont raté dans les jardins d'enfants. Ceux qui ne sont pas arrivés à faire les 3 ou 4... je sais pas, mais je veux pas dire qu'ils sont beaux, mais en tout cas... bref. Je trouve pas que ça soit de la race des seigneurs, si c'est... Non, c'est pas du tout la race des seigneurs, c'est parce que les seigneurs, ils ont l'habitude d'aller se battre avec leurs serfs et leurs manants. Ils les aimaient bien, dans le fond. Et c'est
C'est l'horrible bourgeoisie du 19e. C'est qu'on trouve dans Balzac partout, là, qui n'a d'autre valeur que... Rubempré. Rubempré, comment il s'appelait le parfumeur qui a fait faillite dans Balzac? Fragonard? Non, il s'appelait le parfumeur, il s'appelait... Bref, je retrouvais ça parce que j'ai eu une grande période Balzac. J'ai lu Balzac quand j'avais 18-20 ans. Ça m'avait profondément impressionné, mais c'était il y a longtemps quand même. C'était le parfumeur, c'était la grande période où les gens créaient des entreprises, les cotaient en bourse, s'enrichissaient. Oui, ben, à l'époque, lui, il se plante. Il se plante, et c'est oui. De la belle Melba. C'est ça, oui, ça c'était plus tôt. C'était oui. plus tard, c'était plus tard. Balzac, c'est plutôt 1830, voilà, c'est 1830-1840. Et là, c'est le début justement de cette espèce d'adoration du bourgeois pour son nombril. Parce que l'aristo, il a des repas son nombril, il était juste un peu fada, quoi. Il allait à la guerre, il faisait des conneries, les duels, il se tuait comme des lapins. C'était pas grave. Le peuple, il n'avait pas le temps de s'occuper de son nombril. Bon, écoute, voilà. Non, mais je veux dire, c'est un truc sur lequel il faudra faire des émissions, c'est cette espèce de haine de la classe dirigeante pour les gens qui ont fait ce pays depuis un siècle. C'est très curieux. J'arrive pas à comprendre. On n'a pas la réponse. Mais écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ce délit d'opinion. Pensez à Léonard. Pensez à Léonard, une petite pensée à Léonard. Et puis, on verra bien la semaine prochaine comment ça s'est passé. Voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Et à bientôt.